bienvenue à toutes et à tous pour cette table ronde sur le thème « Peut-on bien vieillir dans la ville ?» Et avant de commencer les débats avec nos intervenants, le président de Macadam Tonic va vous présenter sa start-up. Merci. Donc, bonjour, je suis Philippe Jolin, je représente la start-up Macadam Tonic. Nous sommes incubés chez Paris & Co dans le domaine de l'e-santé et nous sommes des professionnels du sport et de la santé. Aujourd'hui, avec plus de 400 objets connectés dans le monde de la santé, comment quantifier l'impact réel de l'activité physique sur la santé? C'est ce que propose Macadam Tonic. Macadam Tonic collecte l'information, l'analyse, l'interprète et diffuse en fonction de votre profil les règles de bonne pratique de l'activité physique. Alors avec des centaines d'exercices et de programmes, un système de points original basé sur les règles de l'OMS, Macadam Tonic est un outil d'expertise polyvalent. Cette polyvalence nous permet de toucher les particuliers, mais aussi le monde de l'entreprise, les assurances, les institutionnels et les collectivités locales. Nous mettons à disposition de nos clients une plateforme déclinable en marque blanche, des vidéos et programmes interactifs, une expertise sur les troubles musculo-squelettiques, des applications de santé et des parcours de sport santé en réalité augmentée. Alors aujourd'hui, le thème de la conférence, c'est « Comment vieillir en ville ?» Les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus actives et surtout de plus en plus connectées. Cette nouvelle génération est en demande de services, de conseils, d'interaction avec leur environnement. Alors, comment développer le lien entre la ville et les personnes âgées? Macadam Tonic, à travers sa méthode et par sa connaissance du sport santé, a développé des parcours de sport santé interactifs. La particularité de ces parcours, c'est qu'ils sont adaptés à toute la population. Ils utilisent l'environnement et le matériel urbain pour permettre de réaliser des exercices simples et ludiques. Ils donnent au mobilier urbain une nouvelle utilité. Et surtout, la ville devient un immense terrain de jeu et un activateur de santé. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous invite à venir nous voir au village des startups découvrir nos produits. Merci, bonne conférence. Un grand merci. Un grand merci. Alors, je vais vous présenter donc nos intervenants. Donc, on va commencer par Charlotte Marchandise. Donc, vous êtes installée à Rennes. Vous êtes adjointe à la maire Nathalie Appéré depuis mars 2014. J'ai cru voir ça. Enfin, depuis les dernières élections municipales, depuis mars 2014. Et vous êtes surtout déléguée à la santé à la mairie de Rennes. Et vous avez également été élue à la présidence du réseau français des villes santé de l'OMS. Laurent Levasseur, vous êtes donc président du directoire de Bluninea, qui est un opérateur d'objets connectés dédié à la santé. Et vous intervenez aussi au nom d'Apicil, qui est le 5e groupe de protection sociale en France. Donc, alors le sujet, peut-on bien vieillir en ville, c'est un sujet absolument tout à fait intéressant. Et quand on pense à bien vieillir, on pense d'abord à vieillir en bonne santé. Et on en discutait avec Charlotte Marchandise en préparant cette table ronde. Et vous me disiez souvent, on pourrait peut-être changer d'approche, parce que quand on parle même ne serait-ce que du ministère de la Santé, on a plus l'impression aujourd'hui que c'est le ministère de la Maladie. Et qu'il y a une autre approche à avoir dans le vieillir en bonne santé en ville. Oui, merci. Quand l'OMS considère effectivement que la santé, c'est pas seulement l'absence de maladie, mais c'est bien l'ensemble des facteurs qui vont faire que je peux réaliser mon potentiel, tout mon potentiel, quelle que soit ma vulnérabilité, pour travailler, pour apprendre, pour vivre, pour me lier avec les gens. Donc tout ce qui va permettre de favoriser la santé, c'est ce qu'on appelle les déterminants de santé, donc l'urbanisme, l'habitat, l'éducation. Donc on va travailler principalement là-dessus. C'est ce qu'on appelle la promotion de la santé, c'est même avant la prévention, on ne parle pas de maladie. Bien vieillir, effectivement, c'est déjà s'attacher à ce que les gens aient un parcours de vie qui leur permette d'être un corps actif, d'être un corps mobile, d'avoir vécu le moins de stress possible également, évidemment, et de faire en sorte qu'on soit capable de prendre sa place dans la cité, de se sentir utile, avec une réciprocité. Si je me sens utile, je vais plutôt vieillir en meilleure santé. Alors Laurent Levasseur, vous me disiez un truc quelque chose d'assez tout à fait intéressant aussi, c'était qu'en France, on est le pays
où on vit le plus longtemps en Europe, mais où on vieillit le plus mal. Et alors pour aborder cette problématique, il faut aussi bien différencier 3 types de seniors, vous me disiez ça, qui n'ont pas les mêmes besoins, et il faut avoir une approche assez novatrice là-dessus. Oui, alors souvent nous parlons des seniors, de la silver economy, de l'adaptation de la société au vieillissement, mais au fait, qui sont ces seniors? C'est ça le sujet souvent. Alors ces seniors, en fin de compte, nous on a identifié 3 types de seniors. Alors des jeunes seniors, on peut être senior et jeune, ça c'est clair. Donc des jeunes seniors qui sont des primo-retraités, qui sont concrètement des véritables piliers dans leur famille. C'est-à-dire qu'ils s'occupent à la fois de leurs parents, de leurs enfants et de leurs petits-enfants. C'est un moment assez éprouvant pour eux car ils sont aussi en pleine mutation, ils passent du statut de salarié à retraité tout en ayant besoin de s'occuper des générations descendantes et montantes. Donc toute personne qui se reconnaîtrait dans la salle est la bienvenue, bien évidemment. Ensuite, on a un autre type de seniors, des seniors qui sont des personnes âgées fragiles. Et alors, elles ont une particularité, ces personnes âgées fragiles. Elles vont démarrer leur fragilité vers 75 ans. Concrètement, elles se sentent fragiles avant même de l'être. Et c'est là où tout l'accompagnement qu'on peut avoir est surtout un accompagnement psychosocial. Comment leur permettre d'éviter de s'atrophier, d'éviter d'elles-mêmes de se laisser tomber. Voilà. Et puis un troisième type de senior, là, la sentence est plus concrète, et c'est ce dont on parlait, c'est-à-dire on a à la fois la plus longue espérance de vie en France parmi les pays d'Europe, et en même temps, on est parmi les pays d'Europe où on vieillit le plus mal, dans le plus mauvais état. C'est concrètement les personnes âgées en perte d'autonomie, les personnes âgées qu'on peut appeler dépendantes. Et là, concrètement, il faut qu'on puisse les accompagner, il faut qu'on puisse ralentir leur perte d'autonomie. Voilà. Oui, bien sûr. Avec plaisir, voilà. Charlotte. Alors, d'une part, effectivement, vous dites que c'est un moment éprouvant, ces nouveaux seniors, etc. Néanmoins, il y a une étude intéressante qui est sortie il n'y a pas longtemps qui montre que les personnes âgées qui s'occupent de leurs petits-enfants ont en fait moins de prévalence de la maladie d'Alzheimer. Donc, comme quoi, c'est pas mal d'être très actif à ce moment-là. Ah, mais... Et c'est un point positif. Voilà, sur là-dessus. Et d'autre part, en revanche, sur la typologie des seniors, moi je pense qu'on oublie, mais c'est ma place d'élu et de politique, on oublie ceux qui n'ont pas la chance d'être seniors. On oublie les personnes vulnérables. Et pour moi, et c'est l'enjeu clair de la façon dont on va s'approprier la question du numérique dans la santé et dans le bien vieillir, c'est les gens qui n'ont pas accès, qui sont en fracture, les gens qui ne vieillissent pas. On a un gradient d'inégalité sociale de santé hallucinant encore en France, c'est-à-dire la différence d'espérance de vie entre les personnes les plus vulnérables et les personnes les plus riches en France, le gradient est le même depuis 50 ans. Tout le monde a augmenté en espérance de vie, mais il y en a qui n'augmentent pas. On a des populations pour qui l'espérance de vie est extrêmement basse. Et là aussi, c'est quelque chose qui doit nous alerter et nous préoccuper fortement. Oui, alors justement, vous faisiez référence au numérique. Laurent Levasseur, vous qui êtes président du directoire opérateur d'objets connectés dédiés à la santé, qu'est-ce que peuvent apporter ces objets connectés, toutes ces technologies du numérique dans les problématiques que vous avez détaillées pour les seniors notamment? Alors, c'est très agréable et merci de signaler ma fonction à nouveau. Et c'est intéressant. Nous sommes une start-up qui a fini par devenir une entreprise, une ETI. En l'espace de 3 ans, nous sommes passés de 6 collaborateurs à 100. Et jusqu'à quelques mois même, nous avons désormais même le plaisir d'avoir accueilli dans notre capitale, au sein de notre capitale, le groupe Apicil, un groupe de protection sociale. Alors pourquoi je dis ça? C'est que quelque part on a dû rencontrer un marché, donc une certaine utilité. Et ce qui nous a nous intéressés, c'est simplement faire de la technologie un service et diffuser ce service sous forme d'usage et d'abonnement. Et c'est ça la clé. L'objet connecté en lui-même, tout le monde s'en fout. La marque de la balance sur laquelle va monter n'importe qui, tout le monde s'en fout. Ce qui l'intéresse, c'est l'information qu'il va avoir. Et concrètement, on a réussi justement avec Apicil à démontrer l'année dernière, au sein d'un observatoire, toute l'efficience qu'on pouvait avoir avec un objet connecté couplé à un accompagnement psychosocial. Et ça, c'était important, parce que ça nous permet comme ça de dialoguer avec les bénéficiaires, avec ces personnes, et de les emmener vers une prise de conscience.
à quoi ressemblent mes journées, à quoi ressemblent mes nuits. Et la solution vient d'eux, en fin de compte, dans des réflexes, comment me mettre concrètement. Tout à l'heure, Charlotte parlait d'un sujet assez simple, se maintenir alerte, continuer à s'occuper de ses petits-enfants, c'est un bon élément. Je vais vous donner par exemple un petit exemple. Il y a quelques semaines, nous avons lancé un bouton d'appel famille. C'est un dispositif qui permet, quand on appuie sur ce petit bouton, de déclencher un appel vers 2 personnes de sa famille qui ont été choisies. Et si jamais ces 2 personnes ne répondent pas, eh bien ça escalade, ça appelle notre plateforme H24 7/7. Et là, on a des opérateurs chez nous, des écoutants, on les appelle comme ça, qui vont essayer de trouver une solution à cette personne âgée. Et au début, on avait imaginé ça pour les personnes âgées. Et on a mis ça à disposition sur Amazon, on a créé cette solution avec le grand, et on a vu un phénomène qu'on n'avait pas imaginé. Heureusement que nous ne l'avons pas appelé bouton d'appel senior, mais bouton d'appel famille. Pourquoi? Parce que les premières ventes qu'on a enregistrées, c'est en fin de compte des personnes qui ont une quarantaine d'années, cinquantaine d'années, quarantaine d'années, qui l'achètent pour équiper leurs enfants, entre 30 et 40 ans. Leurs enfants qui ont moins de 10 ans. Des enfants qui... 10 ans, c'est l'âge où l'enfant se retrouve avec un téléphone portable. C'est l'entrée au collège. Les études le prouvent. Et quand ils ont 7, 8, 9 ans, ils n'ont pas capacité d'utiliser un téléphone. Voilà, c'est un peu compliqué. Et donc, le bouton d'appel famille aujourd'hui est exploité par des enfants qui vont se retrouver de temps en temps une demi-heure, 3/4 d'heure tout seuls dans la journée. La babysitter est partie ou la nourrice est partie, ils sont là. Et en appuyant sur ce bouton, on a découvert un phénomène intéressant. Ce bouton ne provoque pas un appel pour la maman ou le papa. Ils sont en réunion, ils sont dans le métro, ils sont dans le déplacement. Non, ils déclenchent souvent un appel vers leurs grands-parents qui assurent une télésurveillance, une télénourrice, une téléassistance basique et qui sont très contents de pouvoir converser avec leur petit-fils ou petite-fille en disant « T'inquiète pas, ils vont arriver, qu'est-ce qui se passe ?» Et du coup, ça crée même des relations plus fortes entre ce saut de génération. Et là, on le voit, l'intérêt des objets connectés par rapport à la prise de conscience, par rapport à en être un véritable outil pour nous tous, plus que simplement un petit outil qui nous dit... généralement, quand on est une personne âgée, l'outil a que des mauvaises nouvelles à vous apprendre. Vous avez pris du poids, vous n'avez pas dormi assez, et concrètement, c'est pas ça le sujet. Comment on fait justement pour convaincre des personnes âgées d'utiliser des objets connectés? Parce qu'on pourrait se dire, c'est peut-être la classe d'âge la plus récalcitrante là-dessus. Charlotte, je vous en prie. Allez-y. C'est juste pour préciser. Oui. Non, mais vas-y. Non, mais enfin, je pense qu'il ne faut surtout pas convaincre les gens d'utiliser des objets connectés. Moi, quand on me dit que des enfants de 9 ans ne sont pas capables d'appeler, ça m'inquiète un tout petit peu. Enfin, en termes d'autonomie, quand on se dit à quel moment on est capable aussi de créer des communautés résilientes dans un voisinage, de savoir appeler ses voisins. Enfin, moi, voilà, ça me préoccupe sur la vie le concret. Pas l'outil en soi, c'est l'usage qu'on en fait. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire comment, à partir de ces technologies, de ces objets connectés qui ne sont qu'un moyen, effectivement, ça pourrait être parfois une bouteille d'eau et c'est pas le sujet, on discute autour de quelque chose qui va pouvoir réfléchir aux usages et comment on invite les innovateurs à venir avec les personnes âgées, mais je sais que vous le faites, avec les quartiers, à se dire, tiens, vous utilisez ça comme ça, est-ce qu'il y a des choses à améliorer, est-ce qu'il y a une autre façon de l'utiliser, est-ce qu'il y a une façon de l'utiliser qui ne soit pas chacun pour soi, mais qui crée aussi du lien et de la résilience pour le jour où ça sera plus connecté, le jour où j'ai pas de pile, le jour... Enfin, on est quand même dans des enjeux, on est en pleine COP21, je pense que la question du risque environnemental, hein, on l'a vu dans le Sud suite aux inondations, il faut former les gens au risque, quand ils ne sont pas formés, ils se mettent en danger, et la technologie ne répondra pas à tout. En revanche, c'est un moyen de médiation exceptionnel pour parler aux gens. C'est un moyen de mettre des gens autour et de parler de quelque chose qui peut être sympathique, ludique, ça clignote, etc. Mais ça ne marchera que si on part des usages réels des gens et qu'on se donne un peu de vision, un peu de hauteur et un peu de projet social, de projet d'égalité, voilà, un projet politique quand même. Charlotte, j'ai une excellente nouvelle, ça marche, j'ai une bonne nouvelle. Je vais vous donner un petit exemple, si vous me le permettez. Bien sûr, monsieur. Vous parliez justement de l'entourage, du voisinage. C'est la clé. Aujourd'hui, nos parents ont vécu l'explosion géographique de nos familles. Nous vivons l'explosion sociétale de nos familles. C'est une chose de s'occuper des grands-parents de ses enfants, c'est une autre de s'occuper des parents d'un conjoint qu'on a rencontré il y a 20 ans, avec qui on n'a peut-être pas fait d'enfants. C'est pas la même chose. Et aujourd'hui, l'entourage, le voisinage est clé, parce qu'on a beaucoup de liens avec ça. Je vais vous donner un exemple.
La détection de chute. 50% des personnes âgées qui se retrouvent aux urgences d'un hôpital, c'est suite à une chute. Malheureusement, 80% de ces personnes ne rentreront plus jamais chez elles. Pourquoi? Parce qu'on les a souvent retrouvées trop tardivement, plusieurs heures après qu'elles aient séjourné à terre. On a mis en place, nous, des détections de chute, par exemple. Fin 2014, on suivait 10 000 Français. Sur ces 10 000 Français, on a géré 260 000 appels avec nos plateformes H24, 7 sur 7. 260 000 appels entrants-sortants, ce qui représentait 30 000 crises sur la détection de chute, par exemple. Sur ces 30 000 crises, nous avons eu, et nous avons été témoins et nous avons accompagné 6 000 hospitalisations. Ça veut dire qu'il y a eu 24 000 crises qui correspondaient à des solutions qu'on a trouvées avec le voisinage. On a souvent appelé la voisine qui est venue aider la personne âgée à se relever et souvent, ça vous parliez de convivialité et de lien social, ça se finit autour d'un café ou d'un thé. Très bien. Ces 6 000 personnes qui sont parties à l'hôpital, eh bien, nous, on est très très fiers, pas de ce chiffre, mais de l'autre chiffre. 5 000. Nous avons permis le retour d'hospitalisation de 5 000 personnes. Ça veut dire que sur ces 6 000 personnes, 80% par contre sont rentrées chez elles. Pourquoi? Parce que ce n'est pas du tout la même histoire quand on transfère aux urgences d'un hôpital une personne qui a fait une chute, mais au bout d'un quart d'heure ou une demi-heure, et ou simplement au bout de 5 heures, 6 heures, 8 heures. On peut tous l'imaginer. Voilà à quoi peuvent servir des objets connectés associés à un télésuivi. On est bien d'accord? Il faut accompagner. Et sans l'entourage, sans le voisinage, ça ne marcherait pas. Et ça fait partie des solutions qu'on a imaginées et qu'aujourd'hui, des groupes de protection sociale comme Apicil ont bien pris conscience que c'était plus sympa d'éviter de réparer que de réparer les personnes. Et au-delà de l'entourage et du voisinage, il y a un autre acteur qui est majeur, c'est la collectivité. On a une élue à la table. Comment est-ce que les collectivités peuvent assurer la cohésion sociale par rapport à l'usage de ces objets connectés et du numérique en général sur ce sujet-là du vieillissement? Sur le sujet du vieillissement, l'objet connecté, encore une fois, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment on fait une ville dans laquelle les personnes âgées se sentent bien, comment on fait une ville où c'est facile de traverser quand je commence à marcher un peu lentement, comment je construis ça, comment je construis des parcours. Il y a des parcours de marche senior et comment je me rends compte qu'en fait, si je fais ça, si je fais une ville qui est amie des aînés, ça a des bénéfices sur toute la société, parce que quand j'ai des jeunes enfants, une poussette, etc., ça va être super aussi. Donc ces parcours, en fait, ça va faire du lien et les gens vont s'y retrouver. Et ils marchent parce qu'ils sont construits avec les habitants. Changer la façon dont on fait nos trottoirs, changer la façon dont on fait nos espaces verts, notre mobilier urbain. Il ne s'agit pas qu'il soit connecté ou pas, en l'occurrence, il s'agit qu'il soit adapté à l'usage de la personne. Et ça, c'est essentiel, quel que soit le moyen qu'on fait. Avoir des espaces d'ombre, là encore, hein, on est en COP21, il faut qu'on rafraîchisse nos villes, c'est un enjeu majeur. Et oui, il y a toutes les alertes sur la canicule et c'est un sujet majeur de risque pour les personnes les plus vulnérables et notamment les personnes âgées, mais c'est aussi la ville, comment elle se construit dans son urbanisme pour assurer des espaces de fraîcheur, assurer des espaces où on a envie d'aller. Sur l'habitat, alors nous on va beaucoup travailler justement sur l'habitat favorable au vieillissement, ça veut dire justement les jeunes seniors qui commencent à se préoccuper de la suite pour qu'ils n'aient pas besoin de partir à un moment où ils sont plus vulnérables, qu'on le fasse en amont. Et tout ce qu'on fait en amont va favoriser le bien vieillir. Et puis encore une fois, politiquement, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on fait? Des gens qui n'ont pas de famille, des gens qui ont très peu de retraite, des gens qui n'ont pas les moyens d'aménager leurs locaux, avec des EHPAD, donc des centres pour les personnes âgées dépendantes, qui ont des dépendances de plus en plus hautes, et des gens qui ne marchent plus et qui ne peuvent même plus descendre au restaurant parce qu'en fait, les agents n'ont pas le temps de descendre tout le monde, donc on fait des salles de restaurant aux étages. Et là, ça doit beaucoup nous questionner. Donc, aménager la ville, vous parliez des parcours de sport. Là aussi, c'est bénéfique pour tout le monde. Quand on fait un parcours de sport pour les personnes âgées, il faut voir les enfants, comment ils jouent dessus. En fait, les petits s'approprient ça et du coup, c'est un espace d'échange. Et c'est là où on a notre rôle à jouer vraiment fortement. Et puis, évidemment, l'accessibilité aux services, c'est-à-dire avoir de l'information
et c'est là aussi de l'information qui ne soit pas que connectée, de garder de l'information papier, de l'information lisible par tout le monde pour pouvoir aller se mettre en lien, et des réseaux parfois spécifiques pour aller, là il y a une animation qui est partagée sur le réseau des villes amies des aînés. Ville Santé de l'OMS, je n'ai pas précisé, c'est 90 villes en France qui font partie de ce réseau. Ville amies des aînés de l'OMS, c'est pareil, c'est un réseau mondial qui rentre là-dedans et qui dit si on allait sortir, et c'est invite des gens avec toute une semaine d'activités pour les personnes âgées à aller se rencontrer. La connexion, là, c'est pas le sujet. En revanche, quand j'ai des données qui sont spécifiques pour les personnes âgées, de canicule, de pollution de l'air, parce que là aussi ils sont vulnérables, comment je leur transmets cette donnée? Et comment je leur transmets cette donnée? Non pas comme un truc, attention tu vas mourir, mais bien sur quelque chose où je l'accompagne, et il y a des gens autour pour voir quelle solution on a et qu'est-ce que je dois faire. C'est intéressant parce que, vous voyez, nous on part du domicile, et bien évidemment autour du domicile, nous avons la ville. Nous, ça fait plusieurs années qu'on travaille juste autour d'une phrase. 90% des seniors veulent vieillir plus longtemps possible chez eux. Et c'est tout à fait normal. Et concrètement, on a regardé à comment travailler. Il y a, au-delà du bouquet de services, au-delà de l'accompagnement, au-delà de ces éléments, par exemple, il y a 2 ans, on a commencé à ouvrir des groupes de travail avec des groupes d'EHPAD. Qu'est-ce que c'est un EHPAD? C'est une maison de retraite médicalisée. Et il y en a un certain nombre en France. Et on est parti du principe qu'en associant les objets connectés, du télésuivi et un lien particulier avec les maisons de retraite qui sont installées dans les villes, dans les quartiers, nous allions pouvoir lancer un nouveau concept qui était le concept de l'EHPAD à domicile. Comment créer la maison de retraite de demain, à savoir, je reste le plus longtemps possible chez moi et je peux ainsi bénéficier de tous les services d'accompagnement. C'est simple. Et on a créé ces groupes de travail à la fois avec des groupes d'EHPAD et à la fois avec les collectivités territoriales, les mairies, les comités d'agglo, les conseils départementaux et les ARS, ce sont les autorités de tutelle. Et 2 ans plus tard, dans quelques jours par exemple, on va annoncer une offre avec un groupe d'EHPAD. Ah, la conférence de presse est déjà prévue pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça y est, ça marche. On va pouvoir accompagner des personnes âgées à leur domicile et leur éviter même de vivre cette séparation quand le couple est encore constitué, de vivre ce changement de vie qui est souvent un accélérateur. Et surtout, on s'est rendu compte autour de ces groupes de travail, et je vais y venir, de 3 choses. La première, les familles sont prêtes à payer un peu plus cher pour rester chez elles ou à payer le même prix. Ça, c'est important parce que ça veut dire que, concrètement, il y a une solvabilité, donc il y a une réalité économique. La seconde, qui est un élément important, le plus grand gagnant économiquement de la mise en place de l'EHPAD à domicile, c'est le territoire, c'est la collectivité territoriale, c'est le conseil départemental, le département et la communauté. Pourquoi? Parce que ça coûte 3 fois moins cher pour eux de maintenir des personnes âgées à leur domicile plutôt que de les accueillir dans des établissements. C'est plus facile de financer l'accompagnement de 100 000 personnes chez elles que de créer 100 000 chambres de maisons de retraite, d'un point de vue financier. Et le troisième élément, ça ouvre totalement ces personnes sur leur ville. Ça crée du lien. Ça permet d'avoir un nouveau type de campus, de ressources, où les gens, on crée du lien et toute l'offre ne peut pas être simplement financière. On le voit, aujourd'hui, on a beaucoup d'appels de personnes âgées qui nous disent « Comment on peut faire pour vous aider ?» Pardon ? Comment on peut faire pour accompagner des personnes que vous avez justement en détection de chute, en suivi? Comment je peux contribuer à ça? Ça répond juste à un souhait de nous tous. Nous ne sommes jamais sentis aussi jeunes. Et quand on arrivera à l'âge de la retraite, on sait qu'on ne s'arrêtera pas vraiment. Et du coup, ça crée un lien social qui est prédominant et qui est important. Et ça remet même la mairie, la cité, à sa place dans la cité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'en pense 2 choses. Vous allez voir venir avec mes enjeux de justice sociale, c'est-à-dire comment on ne crée pas une société à 2 vitesses, avec ceux qui ont effectivement leurs trucs connectés, qui peuvent payer un peu plus cher, et puis les autres. Comment on a cette attention? Comment aussi, et c'est pas incompatible, et c'est bien pour ça que je pense qu'il faut qu'on se saisisse
très fortement de ces usages parce que c'est bien voire en les hackant et en les modifiant qu'on luttera contre cet enjeu. Mais c'est un enjeu majeur et on ne se l'approprie pas assez forcément. Comment dans le lien, on n'est pas dans de l'autodiagnostic, on est bien en lien aussi avec les médecins, avec les pharmaciens et comment on est bien effectivement dans l'échange. Un pilulier connecté, ça résout quand même pas tout. Ça peut être intéressant comme moyen, ça résout pas tout. Et d'autre part, sur les économies des villes, oui, il faut qu'on économise. On a perdu des dotations de l'État, c'est catastrophique. Néanmoins, un service infirmier d'accompagnement à domicile d'une ville, c'est en général, c'est les villes les seules à faire des temps pleins pour le travail des assistants. Les assistants à domicile, quand c'est les villes, on fait des formations. On a un vrai regard social sur ces personnes, sur la façon aussi dont ils vont vieillir plus tard. Et si la collectivité territoriale se retire, si on retire le pouvoir public de tout cet accompagnement qui est majeur, qui est important, il y a une question de où va ce service et qu'est-ce qu'on crée comme société avec des gens à temps partiel, mal payés, qui vont venir s'occuper à la maison et qui seront monitorés. De toute façon, ils auront une checklist en disant bah, tiens, lui, il faut faire clac, 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 et puis tu coches tes cases. Donc il y a un enjeu majeur là-dessus et il y a un enjeu majeur sur les personnes les plus vulnérables. Et l'humain est le plus important. Il faut que l'humain soit bien à cet accompagnement. Et je sais que vous êtes aussi une élue. Et concrètement, aujourd'hui, vous êtes dans les mairies les plus sollicitées. Aujourd'hui, quand je rencontre des maires, évidemment que l'enjeu d'avoir une maison de retraite ou un EHPAD dans son village, dans sa ville, est un enjeu fort, un enjeu même politique. Et souvent, même s'il y a une maison de retraite ou un EHPAD, il est complet, très très vite. Donc ce n'est pas simplement l'unique réponse. Et quand on regarde comment on peut arriver à remettre de l'humain et à permettre aussi à la cité d'être gérée et d'être suivie par sa mairie, par ses élus, eh bien, on rend une vraie notion de service public, de service au public. Et cet enjeu, à chaque fois que je rencontre des maires, quelle que soit leur couleur politique, plus on se rapproche du terrain et plus c'est l'économie du bon sens. Oui, il y a une petite gagnant-gagnant là-dessus. Vous me parliez de la notion d'usage sur toutes ces innovations et le cadre que peut donner la collectivité territoriale au développement de ces projets. Oui, je pense qu'il ne s'agit plus du tout d'opposer le privé et le public dans des questions dialectiques. Il s'agit bien d'assurer l'intérêt général, il s'agit bien de se dire qu'à un moment, on a une responsabilité qui est forte et indispensable. Néanmoins, créer des usages ensemble, ça peut permettre d'avoir un écosystème sur un territoire où, à partir des besoins d'une population, à partir de start-up, on se dit, tiens, on va réfléchir aux usages ensemble. Ça peut être gagnant pour la collectivité, parce que du coup, elle accompagne et elle ne va pas forcément mettre beaucoup d'argent sur un projet de développement clé en main d'une multinationale, pour n'en citer aucune, qui propose un projet de Smart City clé en main. Et moi, je suis très, très inquiète sur ces projets de Smart City clé en main. Et si on ne s'approprie pas, nous, les élus, et puis pas ceux qui sont au courant, mais les autres, ces Smart City à taille humaine, ben voilà, mais Carlos Moreno en parle suffisamment souvent. Et d'autre part, si on a créé un projet d'usage avec, alors moi, je le connais sur un projet de captage de données environnementales, de qualité de l'air. Mais moi, je ne veux pas que ça soit un objet de consommation où les plus riches, ils vont pouvoir savoir que leur rue, elle n'est pas polluée et faire leur chemin le moins pollué. Ils vont le faire de toute façon, ils n'ont pas besoin de moi. Néanmoins, il y a des gens qui ont besoin de moi. Il y a des gens qui ont besoin qu'on vienne construire des capteurs dans des labs fab au cœur des quartiers avec une communauté qui se crée, on leur prête, et puis il y a une communauté pour en parler. Et là, les startups de mon territoire, elles vont pouvoir dire bah tiens, moi j'ai le shield, j'ai le bouclier sur lequel on va pouvoir brancher mes petits capteurs. Ben moi j'ai un réseau d'internet des objets qui est un réseau local qui apporte quelque chose d'autre que de grands opérateurs. Et là, ensemble, on crée un système usage, hardware, software et des applis qui sont adaptés aux gens, qui ne sont pas forcément les applis ni commerciales, ni institutionnelles qui existent, et je mets tout le monde ensemble parce qu'on ne sait pas parler. Et nous, notre projet, l'intérêt de la ville, c'est qu'on a un pouvoir de convocation. Donc moi, j'ai demandé à l'École des hautes études de santé publique de venir, j'ai demandé aux scientifiques, j'ai demandé à l'Agence de surveillance de la qualité de l'air, et évidemment aux habitants en premier, puisque c'est leur capacité à agir. Et là, on crée quelque chose de complètement différent. Et c'est l'intérêt de forums comme ça, c'est qu'on se parle entre gens qui, si on ne se parle pas, on va faire des trucs qui vont clignoter. Mais qu'est-ce que ça va créer en projet de société? Qu'est-ce que ça va donner dans 30 ans? Et ça doit... Alors c'est la place de l'élu de dire comment on se projette dans une vision. Laurent Levasseur, comment vous appréhendez en fait ces relations avec les collectivités territoriales? Alors concrètement, on en est un petit exemple dans ce qui s'appelle la Silver Economy. Quand on a commencé à déployer nos offres, on a déployé des offres dites d'innovation de service.
Et c'est ce que vous étiez en train de décrire. Par contre, comment notre entreprise est passée du stade de start-up à scale-up, c'est-à-dire en passe de devenir une entreprise de taille intermédiaire, un petit groupe, c'est simplement aussi en n'oubliant pas la notion de modèle économique. Il faut réussir à faire en sorte que ce soit pérennisé financièrement. Et notre entreprise ne gagne pas d'argent, elle investit tout. Aujourd'hui, on investit plus de 50% de notre chiffre d'affaires en R&D, en innovation de service. Et concrètement, il ne faut pas oublier une chose, l'engagement contractuel. Il ne faut pas avoir peur de ce terme, engagement contractuel, qui traduit chez nous par promesse aux familles. C'est tout bête. Si demain, on met en place un dispositif X, Y ou Z, innovant, sympa. Il faut qu'il soit fiable. Et justement, il faut qu'on mette en aucun cas la vie d'autrui en danger. Et concrètement, c'est quand on arrive à avoir cette innovation de service qui se traduit par un service déployable avec une notion de sécurité. Vous voyez, dans les mairies, il y a ce qu'on appelle les CCAS, les centres d'action sociale. Ce sont des prescripteurs. C'est eux qui reçoivent les familles, c'est eux qui essayent de trouver des solutions. Et ces personnes, à très juste titre, ont plutôt tendance à fuir l'innovation. Parce que le truc qui dit « Ah, vous allez voir, on n'a jamais fait ça nulle part ailleurs et on va pouvoir accompagner cette personne qui est déjà fragile », je peux vous dire que l'assistante sociale, elle regarde ça en disant « Ok, au suivant ». Et elle a raison. Et concrètement, on ne joue pas. Et il faut comprendre ça. Et nous, aujourd'hui, je peux vous assurer, dans nos équipes H24, 7/7, on répond. On parlait de la canicule, on parlait du plan grand froid. Ben nous accompagnons dans beaucoup de villes les appels et on les invite à s'hydrater, on les invite à fonctionner. Et ce lien est là. Et je vais juste conclure sur un point, l'isolement, rompre cet isolement. Aujourd'hui, ce n'est pas dans des sites ruraux où les gens sont le plus isolés. Non, c'est dans les villes. Aujourd'hui, quand vous êtes dans un village, vous pouvez avoir des indications qui vous disent « Ah, il ouvre plus ses volets. Ah, il n'y a pas de feu qui sort de la cheminée. Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Forcément, ça va attirer l'attention des voisins, de l'entourage et même des élus de ces petites structures. Dans une ville, je crois que vous êtes dans une grande ville, Rennes, quand vous allez avoir une personne âgée qui n'a pas donné signe de vie au 3e étage, la fenêtre 17 dans un quartier, personne n'est au courant. Et concrètement, cette personne-là, elle est beaucoup plus isolée et c'est ça qu'il faut réussir à rompre, cet isolement. Comment on lutte contre l'isolement quand on est collectivité? C'est ça, c'est pas totalement vrai, parce qu'on fait des cartes de personnes vulnérables, on identifie les personnes. Vous êtes dans une démarche exemplaire et j'abonde. Et vous avez dit que 90 communes sur toutes les communes françaises. Combien de communes en France? 36 000. 36 000, oui. Ah oui, il y a encore du travail. Mais 36 000, on a plutôt des grandes communes qui sont dans les réseaux et on travaille plus largement. Et puis les grandes communes, ça s'étend au niveau des métropoles. Évidemment, le numérique va nous aider à partager ce genre d'informations et ce genre de procédés et de méthodologies, de processus. Honnêtement, dans les villes, on n'est pas très bon en processus méthodologique. Et là, on a des choses à apprendre de l'industrie, enfin, clairement. Mais comment on est dans la reproductibilité? Oui, comment nous, quand on fait une carte des personnes vulnérables, c'est quelque chose qu'on peut partager avec d'autres. On a des cartes, vous savez, là, pareil, sur la transition, on a des cartes d'établissement à arroser avec les tuyaux, avec les pompiers qui sont alertés pour aller arroser si jamais il fait trop chaud. C'est des enjeux extrêmement forts. Mais enfin, voilà, donc oui, il faut qu'on s'y attache et c'est le premier pas. C'est-à-dire, de toute façon, connectés ou pas, ces personnes-là, il faut qu'on les identifie. Et c'est le boulot de nos centres d'action communale et sociale, c'est le boulot des gens, c'est le boulot de fournir des plateformes où les gens peuvent nous alerter et se sentent en capacité de ça. L'autre question, et c'est vraiment le plaidoyer qu'on fait systématiquement sur l'OMS, c'est comment on intègre cette question dans toutes les politiques. La santé, c'est pas une politique publique en soi. La maladie, oui, le soin, le curatif, oui, bien sûr, c'est une politique. La santé, ça doit s'inscrire dans toutes les politiques. Moi, mon but ultime, c'est que n'importe quelle délibération dans un conseil municipal, il vérifie si cette politique, elle va avoir des effets positifs ou négatifs sur la santé. On le fait avec les évaluations impact santé, qui sont des dispositifs, des méthodologies qu'on commence à faire en France, qui vont, avant n'importe quel aménagement urbain, reprendre une grille de critères pour vérifier qu'on est bien cohérent avec nos documents cadres, mais avec les gens, avec les habitants, avec la question du vieillissement. Donc ça, voilà, on met ça dans tout. On commence dès l'éducation. Quand on invite des écoles maternelles à aller dans les EHPAD,
On est dans le bienveillir, on est dans le bienveillir évidemment pour les personnes âgées qui parfois quand même c'est pas des journées toujours, même si on met beaucoup d'animation et d'acteurs sociaux, la journée on n'est pas, quand il y a une école de maternelle qui arrive, tout de suite il y a de la vie quand même. Et les gamins, mais enfin. Des enfants de maternelle, ils ne sont pas choqués par des personnes âgées. On remet la personne vieillissante dans la ville, on arrête d'avoir peur de la différence, du handicap. Là aussi, c'est un vrai projet. Et cette question dans toutes les politiques, c'est ce qui doit nous guider. Par rapport à la technologie, moi j'ai une vraie question aussi sur la durabilité. Quelle durabilité? Est-ce qu'on est en train de mettre en place des choses qui font travailler des gens dans des conditions d'esclavagisme, mais j'ai un téléphone portable, dans d'autres pays? Qu'est-ce que ça donne sur l'équilibre global de la planète, ce qu'on met en place? Comment je réfléchis à la durabilité de mes innovations et comment je me dis, bon, et rien que de faire des objets qui soient réparables, qu'on puisse aller au LabFab du coin et au Repair Café pour le travailler et le remonter éventuellement pour des personnes plus vulnérables, là on est dans un projet politique. On passe l'étape de l'innovation sociale, on se l'approprie collectivement dans une société durable et juste. Vous avez beaucoup élargi le sujet, c'est passionnant. Il reste 10 minutes, on a un temps de questions de la salle. Donc si les gens veulent poser des questions à nos intervenants, ils sont les bienvenus. Monsieur, alors, il y a le micro qui va venir... Bonjour, Albert Ray, j'ai une question pour Laurent. Vous êtes un acteur de la Silver Economy, donc j'ai une question... Qu'est-ce que vous en attendez? Donc, un, pour je veux dire, le business, fédérer des industriels ou des entreprises, et deux, pour les citoyens. Alors, premièrement, oui, nous sommes un acteur de la Silver Economy, mais on est devenu un acteur de la Silver Economy sans le savoir. On s'est d'abord intéressé à l'utilité qu'on pouvait apporter à des seniors, à des personnes âgées, et il fallait bien pouvoir travailler là-dessus. J'ai été élu président du syndicat national de la Silver Economy. Bon, je trouve ça sympa, il y a une centaine d'entreprises, des gens comme Legrand, Orange, de très grandes entreprises, des startups aussi. Et aujourd'hui, j'essaye de partager avec cette filière quelque chose d'assez simple, c'est trouver des modèles économiques pour que ce service qui vous développez ou que nous développons, qui peut être des plus utiles, puisse réellement être pérennisé dans le temps. C'est basique. Je ne parle même pas de faire de profit. Je parle de pérenniser un service pour des personnes fragiles dans le temps. Et puis, il se trouve que grâce à cette fonction, j'appartiens désormais au comité stratégique de la Silver Economy qui a été relancé, qui a été créé par Michel Delaunay, Arnaud Montebourg, Fleur Pellerin, il y a maintenant 4 ans, et qui vient d'être repris par Emmanuel Macron le 9 septembre et Laurence Rossignol. Le premier, je n'ai pas besoin de le présenter. La seconde, c'est la secrétaire d'État aux familles. Et j'ai eu la chance, et ça sera annoncé jeudi, d'être copilote d'un groupe de travail au sein de ce comité de filière qui s'appelle, le titre est un peu, c'est pas très compréhensible, distribution et services financiers. Et je vais copiloter, donc le syndicat La ZIPAC va copiloter ça avec La Poste, le groupe La Poste. Le rôle du facteur n'est pas inintéressant aussi. Ils sont 75 000 en France. Et eux en savent beaucoup plus qu'on l'imagine sur ce qu'est le lien social. Et globalement, quand vous me dites qu'est-ce que j'en attends et qu'est-ce que j'attends de ça, aujourd'hui on a compris une chose. Ce n'est pas l'assurance maladie qui va pouvoir prendre en charge le vieillissement. Une personne âgée n'est pas un malade, n'est pas un patient. Elle vit juste une nouvelle étape de sa vie. Et quand vous vous rendez compte que quand on est retraité aujourd'hui, en 2015, eh bien, nous avons 20 ans de moins que nos parents au même âge. On voyage, on se déplace, on ne s'est jamais senti aussi jeune. Et nous avons 40 ans, quelque part, d'espérance de vie devant soi. Eh bien, imaginez la France il y a 40 ans et essayez de l'imaginer dans 40 ans. Moi, j'ose dire que les seniors d'aujourd'hui sont de véritables aventuriers. Personne ne sait comment il va avancer. Je vais donner un petit exemple d'innovation. On parle du déambulateur, on parle du fauteuil roulant. Ça donne envie à personne. Et ben moi, je vais vous parler d'exosquelette. Quelque chose qu'on va pouvoir mettre sous son pantalon
au niveau de ses jambes et qui va vous permettre de pouvoir retrouver une mobilité dans la ville et dans votre espace de vie. Parce que la marche est aussi un moyen de transport. Eh oui, il ne faut pas l'oublier. Et concrètement, si demain vous avez ce genre d'usage, vous allez vous dire « Waouh, à 85 ans, je marche mieux qu'à 70 ». C'est des exemples. Et globalement, il faut que la société s'adapte. Et concrètement, je remercierai jamais assez Michel Delaunay d'avoir créé cette filière et cette bannière marketing, la Silver Economy. Ça permet de flécher globalement un pan de la société, de flécher un vrai lieu. Elle avait même pour habitude de dire que ça pouvait rapporter 0,25% au PIB et que ça pouvait être un véritable secteur en croissance. Elle avait raison. Dans 3 quinquennats, moi je ne dis pas dans 15 ans, je dis dans 3 quinquennats, ça marque un peu plus les esprits. Dans 3 quinquennats appartiendront à la Silver Economy 1 personne sur 5 en France. Et ben réfléchissez là-dessus. On parle d'intergénérationnel, on n'a jamais vu autant de générations autour du sapin de Noël. Eh bien, c'est plutôt sympathique. Nos parents ne nous parlent pas de leurs grands-parents, ils ne les ont pas connus. Les petits-enfants aujourd'hui, ouais, petits-enfants, ça existe. Voilà. Donc globalement, on est devant un champ de l'âge. Heureusement, on a désormais la loi d'adaptation de la société au vieillissement qui vient enfin d'être votée. Et on a devant nous un véritable territoire d'aventure, quoi. Voilà. Je note quand même que distribution et services financiers, pour nommer un groupe de travail sur un sujet éminemment humain, la sémantique peut quand même poser un peu problème. Oui, non ? mais la solution viendra de groupes de protection sociale. Et on les retrouve tous. Apicil en a un des plus agiles. On retrouvera des mutuelles santé. On retrouvera des assureurs. Vous savez, il y a 20 ans, on parlait des conventions obsèques. Il y a 10 ans, on parlait des contrats dépendance. Ce sont des fiascos. Ils n'ont pas trouvé leur public et c'est normal. Aujourd'hui, il faut regarder comment sciemment on peut préparer cette nouvelle phase de sa vie où concrètement, en 1948, quand l'âge de la retraite a été institué, à 65 ans, l'espérance de vie en France, c'était 66,5 ans. Il y avait juste 18 mois à gérer, potentiellement. Aujourd'hui, c'est quasiment 40 ans à gérer. Donc il faut que la société s'adapte et il faut que nous tous, nous arrivions à pouvoir contribuer. Charlotte Marchandis. Il me semble qu'on n'a pas une espérance de vie de 100 ans quand même. Ah, aujourd'hui, nous sommes à 89 ans. C'est ça. Oui, ça fait pas mais 40 ans quand même. 89 ans pour les seniors d'aujourd'hui. Mais pour nous, quand on a aujourd'hui une quarantaine ou cinquantaine d'années, les 100 ans sont largement accessibles. Je le confirme à nouveau. Qu'est-ce qui va se passer? D'une part, quand on cherche à avoir un fauteuil roulant aujourd'hui, bah, tout le monde n'a pas le même fauteuil roulant, soyons clairs, tout le monde n'a pas accès au même truc. Mais ça fait 100 ans qu'il n'a pas beaucoup évolué, hein, ce fauteuil roulant. Oui, alors ça dépend du handicap qu'on a, mais c'est quand même, il y a déjà une inégalité, l'exosquelette, comment ça ne creuse pas encore les inégalités, et puis toute cette connexion, tous ces organismes d'assurance, à quel moment, si je ne porte pas ma bague connectée ou mon bracelet ou mon monitoring, je ne vous assure plus. Si vous n'avez pas marché vos 5 km aujourd'hui, eh ben on met des malus. Il y a un vrai problème éthique, et c'est bien pour ça qu'il faut qu'on parle, il y a un vrai problème éthique à la connexion, à la façon dont les données vont être transmises, à la façon, et c'est un débat, et pourtant, enfin, voilà, le big data, moi ça fait partie des choses où je pense qu'on a des opportunités exceptionnelles d'évaluer nos politiques publiques, de travailler avec les scientifiques, de réfléchir à ce qui fait sens, à ce qui marche, et d'arrêter de saupoudrer de petites actions. Et l'enjeu de la collectivité, encore une fois, c'est la cohérence, c'est de faire des choses qui marchent, et pas de dire ah ben super, on fait un bal musette une fois par an, parce que c'est pas ça qui marche. Vous avez entièrement raison. Mais vraiment sur qu'est-ce qu'on va faire des données et comment c'est quelque chose qui s'approprie par la Caisse nationale d'assurance maladie et par le pouvoir public et qui donne pas quelque chose qui fait que si je veux pas me connecter, eh ben j'ai pas les mêmes droits que les autres. Mais nous sommes largement en phase et c'est pour ça que quand j'ai parlé des acteurs, j'ai remis au centre et en primo les groupes de protection sociale. Elles vont d'un côté perdre la gestion de ce qui s'appelle la retraite complémentaire, qui est gérée et qui va être reprise entièrement par l'Argic Arco. Et du coup, elles doivent se réinventer. Et elles doivent se réinventer. L'accompagnement du plus grand nombre, chez Apicil, on dit les protéger. C'est pas rien. Les groupes de protection sociale, c'est associatif. Le conseil d'administration, ce sont des bénévoles. Et je peux vous assurer que dans la gestion des actifs et dans la gestion de la conduite, la notion sociétale, la notion sociale
n'est vraiment pas un gadget et ça les anime tous et j'adore ça. Et vous ne pouvez pas dire à un Emmanuel Macron ou à une Laurence Rossignol qu'elles vont avoir une démarche capitalistique, ce serait pas élégant. Et concrètement, vous êtes d'accord? Et concrètement, non, mais on va parler, non, mais concrètement. Donc il y a une vraie réponse sociétale à trouver et quand on voit un groupe de protection sociale, je pense que la réponse est dans le nom. La sémantique est plus judicieuse. Une autre question, une dernière question en fait. Il nous reste vraiment. De commerce France-Israël, je voulais vous dire, madame, et à toutes les trois personnes, et vous parliez du fait que vous avez très peur des technologies. Je voudrais vous dire, oui, vous l'avez dit. Oui, non, mais je vous comprends aussi. Les technologies font peur. Et que l'avancement des technologies et l'avancement, les mutations économiques et sociales vont toujours ensemble. Il y a bien sûr un débat, qui c'est qui est le premier, Pour moi, ça va toujours ensemble. Et aujourd'hui, on est dans un moment de fusion très important. Et quand il y a des moments de rupture entre les deux, comme par exemple, si vous parlez d'Hiroshima, etc., c'est parce qu'il y a en même temps des ruptures sociologiques et économiques, comme les guerres, etc. Et le deuxième problème que vous avez aussi soulevé, c'est qu'au fait, aujourd'hui, les politiques attendent un peu plus que les citoyens leur disent ou vont de l'avant dans ce qu'il faut faire. Par exemple, ma fille, qui a aujourd'hui 33 ans, à 10 ans, ça veut dire il y a une vingtaine d'années, était déjà dans une école maternelle où il y a un EHPAD. Vous voyez? Donc ce n'est pas nouveau. L'intergénérationnel. Oui, la troisième... Vite, parce qu'on a vraiment plus beaucoup de temps, donc oui, on va finir sur votre intervention très, en fait. Très rapidement, le rôle de politique aujourd'hui, c'est d'aller de l'avant. Par exemple, dans la recherche, par exemple, monsieur parle de tous les objets connectés, etc. Aujourd'hui, il y a par exemple des millions de personnes en France qui ont de l'arthrose, même très grave. Toute la recherche va pour les cancers, rien pour cela. Or, il faut que les politiques prennent part et mettent les choses en avant. Merci. Juste une réflexion. Et du coup, je m'excuse si mon propos a été clair. J'ai pas du tout peur des technologies. Moi-même, j'ai été développeuse et c'est un sujet dont on s'empare fortement. J'ai peur de l'usage. J'ai peur que nous, les politiques, ne nous en emparions pas. J'ai peur qu'on le laisse faire. C'est-à-dire, j'ai peur qu'on n'associe pas l'ensemble de la société civile aux technologies. Mais non, je pense que ça peut être une chance formidable. Un grand merci à vous, en tout cas, pour les questions. Un grand merci à la pertinence des propos des intervenants. En tout cas, un grand merci aux intervenants.